Profiter du choc, de la sidération que la pandémie provoque dans l'ensemble de la population, de la perte de repères, pour imposer des mesures ultralibérales, antidémocratiques et antisociales, dont les résultats seraient aussi, sinon plus dévastateurs que la pandémie elle-même. La stratégie du choc, théorisée par Naomi Klein, est bien réelle. Dans cette vidéo, on va regarder les formes qu'elle a prises dans le passé et à quoi ça ressemble déjà maintenant en France et en Europe. Avant de regarder ce qui risque de se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois en France, je pense qu'un petit retour en arrière nous éclairera sur notre avenir. Au cours du dernier demi-siècle, il y a eu de très nombreux exemples de stratégie du choc. Mais celui qui ressemble le plus à ce qui pourrait nous arriver, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Après la crise de 2008, la récession mondiale aggrave le déficit public grec, ce qui se traduit par une crise financière et économique sans précédent pour le pays. Pour sauver son économie, et surtout sauver les banques françaises et allemandes qui menaçaient de s'effondrer si la Grèce ne remboursait pas ses dettes, la Grèce s'est couverte de dettes auprès du FMI, de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne, autrement appelée la Troïka. En échange de prêts multiples d'un montant total de 289 milliards d'euros, ils ont imposé des mesures de libéralisation de l'économie et d'austérité. Un peu comme si on te mettait un flingue sur la tempe et qu'on te disait soit tu meurs, soit tu files tout ce que t'as et tu finis à poil. Ces prêts étaient assortis de conditions. Les retraites ont été gelées puis réduites de 40% depuis 2010. L'âge de la retraite a été repoussé de 2 ans. Ils ont défoncé les services publics. 9 fonctionnaires sur 10 n'ont pas été remplacés. 9 sur 10, bordel! Les retraites et les salaires de la fonction publique ont été révisés à la baisse une vingtaine de fois. Les professeurs ont ainsi perdu un tiers de leurs revenus. Des pans entiers du secteur public ont été vendus à des investisseurs privés ou d'autres pays. Une fois les services publics privatisés, ils ont pu licencier une bonne partie de leurs employés. Pour rembourser la dette, ils ont augmenté les impôts sur les pauvres, en baissant le seuil d'imposition, en augmentant la TVA, bref, en privilégiant des impôts injustes. Et enfin, ils ont rendu de plus en plus difficile de recevoir des aides. La Grèce s'est donc fait fracasser la gueule à la baramine néolibérale. Le chômage est toujours de 20% dans le pays, il s'en est pas relevé. Et comme toujours dans la stratégie du choc, une infime minorité a su en tirer profit. Des investisseurs venus du monde entier se sont partagés le butin. C'est ce scénario qui pourrait se reproduire aujourd'hui pour l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la France. Le choc est bien là. On a une pandémie mondiale, 3 milliards de personnes confinées, des risques de pénurie alimentaire, des cracks financiers, une guerre économique. Bref, il est bien là. Et on voit déjà le choc être utilisé par le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orban, qui profite de l'urgence sanitaire pour faire passer une loi lui donnant les pleins pouvoirs. Et ceux qui protestent sont accusés par le gouvernement d'être du côté du virus. En République tchèque, pour imposer un strict contrôle du net à la chinoise et un enregistrement de tout ce qui s'y passe au nom de la prévention de la pandémie. Et dans d'autres pays européens, en Chine ou aux États-Unis, pour abandonner toute ambition écologique au nom de la relance de l'économie à grand renfort d'énergie fossile et de soutien aux multinationales. La France, maintenant. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis son élection, le gouvernement d'Emmanuel Macron mène une politique néolibérale. L'idéologie néolibérale prône, entre autres, l'arrêt de toutes les prestations sociales, dont l'assurance chômage, la privatisation des retraites, la vente des biens publics, la réduction au strict minimum des services publics gratuits, hôpitaux, écoles, sécurité sociale, la fin des systèmes de redistribution. Mais il faisait face à certaines résistances. Milton Friedman, un des économistes les plus influents du XXe siècle, nous disait en 1984 que seule une crise, réelle ou imposée, peut produire des changements. Lorsqu'elle se produit, les mesures à prendre dépendent des idées alors en vigueur. Telle est, me semble-t-il, notre véritable fonction. Trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les entretenir jusqu'à ce que des notions politiquement impossibles deviennent politiquement inévitables. S'il est aujourd'hui là politiquement impossible pour notre gouvernement de casser l'état social en pleine crise sanitaire, une fois celle-ci passée et la crise économique et financière bien installée, il cherchera certainement à nous faire croire qu'il est politiquement inévitable de le faire. Au moment où je tourne cette vidéo, l'État garantit 300 milliards de prêts aux entreprises, 1 500 € par salarié au chômage partiel, des nouveaux financements pour la santé, pour la recherche. On pourrait carrément croire à un retour vers l'État-providence. Bof, le diable est dans les détails.
Sur l'hôpital par exemple, Mediapart a révélé comment certains banquiers et hauts fonctionnaires veulent profiter de la crise sanitaire pour privatiser encore plus la santé plutôt que d'investir dans nos vies. Le plan d'urgence pour l'hôpital pourrait, si on les écoutait, prendre la forme d'une grande braderie, des partenariats publics-privés avec des cliniques et entreprises qui font du soin un business devant être rentable. Bon, je crois qu'on est mûr, on rentre dans le dur. Nous sommes en guerre. Si on regarde une vingtaine d'années en arrière, on retrouve cette phrase. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. Le choc des attentats du 11 septembre ont servi de justification pour une guerre non pas contre une entité constituée, mais contre un mode d'action, le terrorisme. Cette guerre ne peut donc jamais être gagnée contre un ennemi qui capitulerait, elle peut alors continuer indéfiniment et voir ses objectifs changer. On sait depuis que cette guerre contre la terreur était le prétexte pour envahir l'Irak et prendre possession des réserves de pétrole, pour justifier des violations massives des droits de l'homme, en plus d'établir un système de surveillance généralisée. Le parallèle est d'autant plus flagrant que notre président vient de déclarer la guerre contre un virus. Un virus ne peut pas être un ennemi contre lequel on fait la guerre. Il n'a aucune volonté propre, aucune espèce de stratégie. Si on est en guerre, ce n'est pas contre le Covid-19. Mais contre qui alors ? L'absence d'ennemis est particulièrement utile, puisqu'elle permet de prolonger l'état d'exception, vu qu'il n'y aura jamais de reddition ou de capitulation. Et en l'absence d'ennemis, nous en sommes potentiellement chacun un. Je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Que les choses soient claires, on est enfermé chez nous à cause du virus, mais aussi à cause de la mauvaise gestion de cette crise par notre gouvernement. L'État qui n'a pas su conserver son stock de masques malgré les alertes répétées de l'Organisation mondiale de la santé. Et Mediapart vient de révéler qu'ils ont menti sur ces stocks. Le gouvernement n'en a pas commandé suffisamment, même en ayant conscience des risques, et en a attribué un bon nombre à des secteurs non essentiels pour continuer à faire marcher l'économie. C'est notre gouvernement qui a minimisé l'ampleur de la pandémie. A retardé la fermeture des écoles qui sont des accélérateurs de la diffusion du virus, a maintenu les élections municipales. On n'est pas en guerre, on est en carence de soins. On force les personnes en première ligne à travailler 60 heures par semaine sans vacances autres qu'imposées. Et c'est pas comme ça qu'on prend soin des gens. On est en train de tirer sur la corde, de littéralement tuer à la tâche les personnes qui en l'occurrence sont en première ligne et qui demandent depuis des années les moyens de faire leur boulot correctement. Si notre confinement est strict, c'est parce que la France est dépourvue de tests de dépistage, malgré des semaines qu'avaient nos dirigeants pour observer la Chine, l'Italie et nous préparer. Alors maintenant qu'on est dos au mur, le gouvernement proclame l'état d'urgence sanitaire. Le danger, c'est pas tant l'état d'urgence en soi, c'est son maintien illimité dans le temps et aussi qu'il constitue un laboratoire de la répression. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Des drones survolent les villes et les campagnes pour que les récalcitrants se calfeutrent à la maison. On est déjà en train d'accepter des systèmes de traçage et de géolocalisation au nom de la lutte contre l'épidémie. Les violences policières en banlieue reprennent de plus belle au nom du respect du confinement. Les amendes se multiplient et la récidive est passible de prison. On démantèle la procédure pénale et le droit de défense en urgence pour prolonger la détention provisoire de milliers de présumés innocents automatiquement et sans débat. Qu'importe que ce soit une aberration sanitaire que de mettre de plus en plus de gens dans des prisons déjà surpeuplées. Ce qui compte pour eux, c'est de montrer que l'État est prêt à agir avec toute sa force régalienne et d'apporter la preuve que le meilleur rempart contre le virus, c'est l'État avec les pleins pouvoirs. La loi sur l'état d'urgence sanitaire aurait pu être limitée dans le temps, mais Macron et son camp en ont décidé autrement sans aucune raison valable. Alors est-ce qu'il faut s'attendre dans un avenir proche que les personnes qui contesteraient certaines des mesures de notre gouvernement s'entendent dire « Either you are with us or you are with the virus ». Ma crainte est qu'on abandonne jusqu'à l'idéal démocratique pour aller vers de plus en plus d'autoritarisme. Parce qu'ils sont nombreux déjà les petits commentateurs à se dire « Est-ce que ça serait pas mieux une bonne vieille dictature comme en Chine ?» Vous savez, quelque part, pour ça, j'admire la Chine. Ah bah là-bas, c'est sûr que ça fait pas des pique-niques sur les quais de Seine, hein. Sauf qu'on le voit sur tous les modèles, les pays qui s'en sortent le mieux dans cette pandémie sont ceux qui ont agi avec le plus de transparence, qui ont agi vite avec un service public de qualité. C'est le cas à Taïwan ou en Corée du Sud, alors que la Chine a largement contribué à cette pandémie en attendant le dernier moment pour arrêter son économie, en censurant les lanceurs d'alerte, et ce au prix de milliers de morts et de la capacité du monde à réagir vite. Encore aujourd'hui, ils mentent sur leur nombre de morts. Non, une dictature à la chinoise n'est pas du tout efficace, ce n'est pas un modèle à suivre.
Certes, on risque de se réveiller de cette crise avec une gueule de bois monstrueuse. Mais si le choc est bien là, la suite ne va pas forcément donner raison aux libéraux. Rien n'est écrit, et une crise comme celle-ci peut permettre de tout remettre en cause, de changer l'ordre de nos priorités et de refaire des choix. C'est l'objet d'une prochaine vidéo sur notre chaîne. Abonnez-vous à partager, c'est sympa pour ne pas la louper. Mais voilà déjà quelques éléments trouvés dans l'actualité. Le parti majoritaire en Corée du Sud a annoncé un premier plan d'ampleur pour le climat. Le Portugal régularise, certes temporairement, ces immigrés pour leur permettre de bénéficier des protections économiques et sanitaires contre le coronavirus. Dans une note interne, le deuxième plus gros groupe bancaire français, Natixis, prévoit très sérieusement que la crise va entraîner la fin du capitalisme néolibéral et conseille les investisseurs de s'attendre à une relocalisation de l'économie et une hausse durable des dépenses publiques, sociales et de santé. Le gouvernement français craint aussi que cette crise sanitaire débouche sur une crise sociale, sur des révoltes, un grand mouvement populaire contre les injustices que cette pandémie a révélées. Ce qui est aujourd'hui pour eux une crainte peut devenir demain une réalité. La majorité des Français veulent revoir les choses en grand. Un sondage du 31 mars montre que 84% des Français veulent relocaliser en Europe le maximum de filières de production qui étaient jusqu'ici délocalisées en Asie. 69% des Français jugent nécessaire de ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité, par exemple au mépris de la santé des travailleurs, et 70% de réduire l'influence de la finance et des actionnaires sur la vie des entreprises. Ils souhaitent massivement sanctuariser des biens communs indispensables à tous, les hôpitaux publics et la sécurité sociale. Et c'est le cas également pour l'accès à l'eau et un air de qualité, la biodiversité et l'éducation nationale. C'est largement plus qu'il n'en faut pour provoquer un changement de système. Ça va pas se faire tout seul, il va falloir se battre. Cette bataille, elle commence par celle des idées, alors on vous encourage vivement à partager cette vidéo. Sur la chaîne Partager c'est sympa, on va continuer à analyser ce qui se passe. On va chercher les meilleurs moyens de se battre et préparer le jour d'après. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour être sûr de recevoir nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, bon confinement et à très vite.